Bonsoir à tous, hello tout le monde. Bienvenue pour cette deuxième session de live Digital Talk entre Picture et notre partenaire Pau. Dites-moi dans le chat que vous avez à droite si vous m'entendez bien et si la vidéo est OK. On est vraiment ravis de vous avoir ce soir avec nous. Donc, je me présente, je suis Shannon, Community Manager chez Protector Winters, chez Picture, pardon, lapsus. On t'accueille. Un lapsus assez rigolo chez Picture. Et je suis avec Antoine qui est de Protector Winter, qui est directeur chez Protector Winter, qui est juste ici avec nous. Merci les filles de nous répondre. Donc, on a Juliette et Jessica qui nous disent que le son est OK. En attendant tout le monde, on va peut-être en profiter pour vous présenter les acteurs de ce soir et vous montrer un petit peu les destinations et les interlocuteurs qu'on va avoir avec nous ce soir. Antoine, ça roule pour toi si on commence par les vidéos ? Écoute, je vais faire rapidement le petit tour de la campagne et après je laisserai les vidéos puisque je dois malheureusement vous quitter pour un autre travail. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là avec nous ce soir. C'est un réel plaisir pour nous de partager ces événements avec vous et avec Picture. Ces événements sur la mobilité, donc dans le cadre de notre campagne Objectif -57 pour les élections régionales qui auront lieu le 20 et 27 juin prochain. On a choisi d'appeler notre campagne comme celle-là parce que peut-être que vous le savez, mais 57% c'est l'impact du transport dans le bilan carbone d'une station. Et nous, c'est l'objectif qu'on essaie de se fixer, de faire descendre cette part-là à zéro dans le futur le plus proche possible. Dans ce cadre-là, on a préparé une campagne qui est pleine de rebondissements, d'actions et de super événements comme celui auquel vous participez ce soir. Encore merci d'être là. Ce que je vous invite à faire, d'abord, c'est peut-être d'aller voir le replay du premier live qu'on a fait la semaine dernière pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être avec nous. Vous pouvez retrouver ça sur notre chaîne YouTube, donc Protector Winters France sur YouTube. On a également sur notre site internet toute une page qui rassemble tous les outils qu'on a mis en place dans le cadre de ces 2 mois de campagne, des articles, des vidéos pour vous donner un peu d'inspiration de montagne sans voiture, les fameux lives. On a également la possibilité pour vous de commander le wagon du Pau Train, donc c'est le train à destination de la montagne sans voiture qui va vous être envoyé gratuitement si vous le voulez. Vous avez juste à aller sur notre site et vous inscrire et on vous enverra ça. On trouvait ça assez cool de vous envoyer un petit cadeau pour vous remercier de nous suivre dans ces événements-là. Et on aura dans les prochaines semaines aussi plein d'autres choses, encore des lives avec des sujets super intéressants à chaque fois, comme ce soir, et également un outil qui vous permettra de contacter les candidats et les candidates dans les différentes régions pour leur faire connaître vos ambitions, notamment en termes de mobilité. Du coup, on est vraiment super content de vous avoir avec nous ce soir. Encore une fois, le chat, il est là pour qu'on puisse interagir avec les intervenants, les intervenantes. N'hésitez pas à poser vos questions, à vous parler entre vous, à avoir des discussions, à partager des liens aussi si vous avez des ressources que vous pensez intéressantes pour la discussion. L'idée, c'est qu'on passe un moment ensemble de partage et de discussion. Merci beaucoup Antoine, je crois que tu as tout dit en si peu de temps, c'était très efficace. Merci à toi et puis n'hésite pas à nous rejoindre dans le chat après quand tu as fini pour échanger avec tout le monde. Bien sûr, avec grand plaisir. À plus tard. Comme vous avez pu le voir, on a des petits pop-up qui apparaissent sur la plateforme d'Emio. Donc là, je vous ai partagé sur la gauche de votre écran un lien direct vers Objectif -57, donc qui est la campagne qui a été lancée par Pau. En attendant tous les intervenants, du coup, on va commencer par vous présenter un petit peu les vidéos des destinations. Donc ce soir, on est vraiment ravis d'avoir Jean-Philippe Montfort, qui est donc directeur de l'Office de tourisme de la Clusaz. Bon, j'imagine, dites-nous un peu dans le chat d'où vous venez. Si vous venez un peu de la région, j'imagine que vous connaissez bien la Clusaz, mais on va en profiter pour regarder encore quelques belles images. Et je pense que Jean-Philippe ne nous dira pas le contraire. À tout de suite.
Bon, alors, c'était des images déjà bien cool. Donc, ce soir, on aura Jean-Philippe qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, sur cette thématique des territoires, on va aussi avoir Cédric qui est avec nous de Pau Pyrénées Tourisme, pardon, qui va nous rejoindre dans quelques instants. C'est vrai que c'était très intéressant d'avoir ces deux territoires qui sont sur deux massifs différents. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu. Salut Cédric, d'ailleurs, il vient de nous rejoindre. Wow. Cédric, on commence par présenter la petite vidéo que tu nous as envoyée pour donner un petit peu un avant-goût de ta destination. Ok. Et voilà pour ces belles images. Je vais tout de suite demander aux intervenants de nous rejoindre et je vais vous présenter également Benjamin, qui est premier adjoint à la mairie d'Annecy. Et ça va être très intéressant d'avoir ces trois intervenants ce soir pour discuter de ce sujet de mobilité et puis des enjeux qu'on va avoir prochainement avec cette élection régionale. Donc Benjamin, est-ce que tu nous entends? Je vais inviter également Cédric et Jean-Philippe. Hello Cédric, ça va? Oui, ça va, et toi? Eh ben écoute, nickel. On va voir si... Attends, je vais viser. Hello Jean-Philippe, Bonjour à tous. ça va? Dites-nous dans le chat un peu si vous nous entendez bien, si vous entendez bien les intervenants. Et puis si la caméra, c'est OK. On va voir avec Benjamin également. Super, merci Jessica. Dites-nous aussi un peu dans le chat d'où vous nous regardez. C'est intéressant pour qu'on puisse l'aborder. Tout au long de la soirée, vous allez pouvoir nous poser également vos questions. Le plus intéressant, c'est de pouvoir vraiment avoir de l'interaction tous ensemble. On a également une petite surprise pour vous. J'en profite pour l'aborder avant qu'on attaque les discussions. Avec Pau, on a décidé lors de ces conférences de vous faire gagner des lots. Et on va vous poser 3 questions dans le chat tout au long de la soirée. Il vous suffit de répondre. Et parmi les bonnes réponses sur les 3 questions, on tirera au sort pour faire gagner un petit lot, c'est-à-dire une board, un skateboard picture. On a aussi des t-shirts, des gourdes et de quoi satisfaire tout le monde. Bon, bah, trop cool. On a des gens de la Tarentaise, de Vénissieux dans la banlieue d'Angers. Donc ça, c'est Flo. On a Arèche-Beaufort, on a Grenoble. C'est cool. De l'Alsace aussi. Donc c'est trop cool. On va commencer par Jean-Philippe. Jean-Philippe, comment ça va? Alors, est-ce que tu peux rallumer ton micro? Tout va bien à la Clusa. Trop cool. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous ce soir. Ce qui est super intéressant peut-être pour qu'on commence tout doucement sur ce sujet de mobilité, c'est de nous expliquer un petit peu ton territoire, les spécificités de ton territoire. On sait que la montagne, c'est vraiment un territoire spécifique pour tout ce qui est mobilité et très contraignant.
et voir un petit peu, toi, quels sont les besoins que tu as, vraiment les difficultés que tu rencontres, et puis quels sont vraiment, pour toi, l'enjeu derrière cette élection. Donc, ouais, quelques mots sur la Clusa. Il ne faudra pas hésiter, Shannon, à me couper, parce que moi, quand je suis lancé, souvent, j'ai du mal à m'arrêter. Il n'y a Donc, pas de souci. N'hésitez pas à poser les questions aussi en commentaire. La Clusa, petit village de 1800 habitants, qui a plus de 600 ans d'histoire et qui a construit sa vie touristique, son économie touristique dans les années 30, avec la mise en place progressivement d'anciennes remontées mécaniques et l'accueil de clients qui venaient glisser. Avant ça, la Clusa recevait des clients et voyait des voyageurs, puisqu'on est sur la route du col des Aravis, qui est un des cols les plus fréquentés de France, et que assez vite, ces familles cluses, qui étaient toutes d'origine paysanne, ont commencé à se connecter avec des personnes qui venaient d'ailleurs. Aujourd'hui, le tourisme, ça pèse 150 millions d'euros par an sur des années normales. Et on a 25 000 lits. Alors, je ne sais pas si ça parle un petit peu à tout le monde, mais voir que c'est 1800 habitants à l'année qui vivent dans ce petit village. Et puis, sur 10-15 semaines par an, eh bien, on remplit notre station, pour le coup. Et on arrive à aller en moyenne sur des semaines qui sont bien remplies à 90% d'occupation. On a donc plus de 20 000 personnes qui séjournent chaque semaine. Et donc, ces 20 000 personnes, évidemment, lorsqu'ils viennent en séjour, génèrent des flux et donc des problématiques de mobilité. Et au-delà de ça, pour dézoomer un tout petit peu au niveau de la Clusa et me connecter, je dirais après, avec Benjamin Marias et Annecy, on est à 30 km de la gare TGV d'Annecy. Il y a 30 000 habitants dans la vallée des Aravis, dans la communauté de communes des Aravis. Et donc, on a une vraie relation entre les Aravis, le haut de la vallée et le lac d'Annecy, parce qu'on a des flux domicile-travail tous les jours qui sont aussi conséquents. Et donc, cette mobilité, aujourd'hui, est un enjeu majeur, est une priorité, parce que aujourd'hui, elle pose des problèmes à nos clients. Et ça, c'est une tendance sociétale qu'on vit tous depuis la crise, et tout ça a été exacerbé. Mais on veut des destinations nature lorsqu'on veut se déconnecter de notre quotidien. Et donc, qui dit destination nature dit destination sans voiture. Ça, on l'a compris à la Clusa. C'est une priorité, la problématique de la mobilité pour nos habitants, parce qu'ils n'en peuvent plus aussi de subir ces nuisances qui sont sonores, visuelles, qualité de l'air. Et puis, évidemment, ça sera le gros sujet, et je pense que c'est un sujet aussi qui est sur la table dans le quotidien de tout le monde, et notamment lorsqu'on parle d'élections, c'est une priorité pour la planète, réduire nos gaz à effet de serre et faire tous à notre niveau, et donc au niveau de la Clusa, faire notre part pour trouver des solutions et réduire progressivement les gaz à effet de serre qui sont générés par notre activité économique. C'est super intéressant ce que tu dis là, Jean-Philippe, et ça fait tout de suite le lien, je pense, avec Benjamin. Et c'est ça qui fait la pertinence ce soir, je pense, de cette intervention, c'est de vous avoir tous les deux, parce que les enjeux sont liés, le territoire est lié. Du coup, Benjamin, je te laisse te présenter. Donc, tu es premier adjoint à la mairie d'Annecy. Et cette problématique de mobilité, c'est aussi une partie pleine en tant qu'élu, de ta mission en tant qu'élu. Oui, merci Shannon et bonjour à toutes et à tous. En fait, oui, la mobilité, elle est hyper transversale. Elle intervient déjà dans plein de secteurs. Pour le tourisme, oui, mais pour la vie économique, comme Jean-Philippe l'a mentionné, pour la vie des agents de la ville. Il y a pour juste remettre un peu dans le contexte, la ville d'Annecy, c'est 130 000 habitants. Mais c'est aussi 3300 agents, donc c'est le plus gros employeur du bassin annécien, donc ce qui fait qu'il y a un enjeu de mobilité aussi, rien qu'à ce niveau-là. Donc la mobilité, elle est partout, et puis en fait la ville d'Annecy n'est que le tout premier maillon de cette chaîne de mobilité qui s'inscrit ensuite avec le Grand Annecy. Donc le Grand Annecy, c'est 200 000 habitants, ça va d'Albi-sur-Chéran jusqu'à Thoranglières, en passant par maintenant tout le tour du lac, donc avec des enjeux touristiques très forts. Et puis après, c'est notre sujet ce soir, c'est l'échelle départementale et régionale, où c'est l'infrastructure, notamment tout ce qui est train, ça se passe à ce niveau-là. Donc nous, on peut parler tram à l'échelle du Grand Annecy, mais le train, c'est à l'échelle de la région. Donc voilà, et moi, mon rôle à
à la ville d'Annecy est plutôt à une échelle transversale. Donc, c'est porter l'ensemble des transitions que nous avons au sein de la ville, ces transitions écologiques, bien entendu, démocratiques, comment on remet la participation citoyenne dans la vie de tous les jours, et puis la transition sociale, parce que tout ça, toute ces transitions ne se font que par une justice sociale. Donc, voilà. Donc, la mobilité, en fait, elle est partout, et c'est bien là l'enjeu, c'est comment on s'y prend maintenant, et donc je pourrais raconter un peu différents projets, mais je pense qu'il y a plein de choses à raconter aussi sur les côtés territoire. Effectivement, c'est intéressant d'avoir vos différents territoires ce soir. Donc oui, Antoine l'a rappelé tout à l'heure, mais quand même, juste pour recontextualiser, cette élection régionale, elle est importante parce que c'est donc la région qui est l'autorité vraiment organisatrice de mobilité en France, et c'est là qu'on va pouvoir à cette échelle qu'on va pouvoir agir. Après, c'est super intéressant d'avoir Cédric, donc qui a un autre territoire, qui a d'autres spécificités sur son territoire et peut-être d'autres enjeux vis-à-vis de la mobilité. Cédric, je te laisse nous présenter un petit peu tes spécificités chez toi. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être ici, et puis je remercie Pitcher et Pau pour ces belles initiatives chaque semaine, et enfin pouvoir parler de mobilité tous ensemble, c'est vraiment une excellente idée, notamment à l'occasion de ces élections. Donc, moi, je participe humblement à deux niveaux différents. C'est-à-dire que d'abord, à titre purement personnel, je suis un gros pratiquant de montagne toute l'année, en hiver, en été, surtout en été finalement. Et en tant que pratiquant acharné de trail notamment, je me rends compte avec ma pratique et celle de mes amis, celle de mes collègues, celle de mon club, etc., qu'aujourd'hui, on a facilement l'habitude de dégainer la voiture pour tous les déplacements en montagne. C'est vraiment quelque chose qui localement est très facile, très simple. On prend la montagne, c'est la liberté. On prend la voiture et on rejoint tous les cols, tous les sites partout. Et en été, c'est le pire moment, puisqu'en fait, plein d'endroits sont accessibles et donc tout le monde peut aller pique-niquer partout. Et moi, en fait, j'essaye d'avoir cette démarche personnelle qui est de privilégier un maximum les transports en commun. On en a quelques-uns, pas beaucoup, mais on en a quelques-uns. Et j'essaye le plus possible de me déplacer soit comme ça, soit en covoiturage. Donc, j'essaye dans ma pratique de sensibiliser les gens autour de moi pour qu'ils puissent aussi découvrir la montagne différemment, et en tout cas l'observer, la pratiquer différemment. Et puis le deuxième volet de ma participation, c'est que je travaille à l'Office du tourisme de Pau Pyrénées Tourisme. Je suis la personne qui gère toute la partie production et commercialisation. Donc, je crée les produits pour faire venir les gens en Béarn, été comme hiver. Alors, Pau, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup d'alpins là, beaucoup trop d'alpins, non? Ouais, je t'avoue que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'alpins dans le coin. Oui, mais ça se voit parce que tout le monde est tout blanc. Alors, les Pyrénées, bon, voilà, on a évidemment un terrain de jeu magnifique, et puis Pau a l'avantage d'être situé au pied de différentes vallées. Donc, on a une position centrale qui permet de rejoindre les grandes vallées très connues, celle de Gavarnie, rejoindre Cauterets, rejoindre la magnifique vallée d'Ossau, la vallée d'Aspe, etc., etc. Et donc, comme on est à ce carrefour-là, on a la possibilité d'agir autant que possible sur et un peu les transports, même si c'est la région qui pilote aujourd'hui, mais on a aussi la possibilité d'intervenir sur la pratique des touristes et sur la pratique des locaux, parce que j'insiste, les locaux sont souvent pas très propres en termes de carbone, voilà,
et voilà, c'est important de le dire. Donc, au niveau de l'OT, on essaye de sensibiliser les gens de plusieurs façons. Donc, évidemment, par les documents qu'on distribue, par le site internet, et puis récemment, on a lancé une nouvelle page Facebook, justement, qui s'appelle les pieds verts Pau. J'aimerais qu'il y ait des pieds verts dans toutes les stations touristiques et de tous les endroits de montagne, mais ça pourrait concerner aussi évidemment le littoral. L'enjeu, il est proposé dans cette page Facebook et ensuite de les relayer sur différents supports, des solutions pratiques, mais vraiment pratiques, c'est-à-dire je veux aller faire telle balade, je veux aller faire telle visite, je veux aller faire tel déplacement pour découvrir un tel endroit ou rencontrer un producteur, etc. On donne vraiment les clés pour faciliter les déplacements en mobilité douce. Donc on met en avant finalement tout un, tout un environnement qui est finalement parfois caché, qui n'est pas toujours mis en avant. Donc on essaie de le révéler un peu différemment pour pousser les gens à adopter en tout cas, ces moyens de transport existants, parce que il y a une difficulté qu'on constate souvent, c'est que la région fait quand même des choses. Elle a installé des bus chez nous, par exemple, elle a installé des trains pour accéder en montagne, mais on se rend compte que finalement, ils sont peu utilisés. Alors, c'est pour la partie travail, c'est plutôt entendu, c'est-à-dire que les gens ont pris l'habitude de se déplacer pour aller au travail en utilisant les transports en commun et le vélo électrique, d'autant plus qu'il y a un remboursement de l'employeur pour les abonnements, etc. Mais par contre, pour toute la pratique loisir, c'est vraiment pas encore rentré dans les mœurs. Donc voilà, on essaye de communiquer là-dessus le plus possible. Voilà, on pourrait essayer d'agir là-dessus. Et puis après, bien sûr, concrètement également, on essaye, parce qu'il y a une petite spécificité ici que vous connaissez sans doute, c'est que le 64, les Pyrénées-Atlantiques, sont d'une certaine manière composées de deux entités différentes, le Pays Basque et le Béarn. Donc le Pays Basque qui était très touristique, évidemment très connu, et puis le Béarn qui est un peu plus montagneux, plus isolé aussi et un peu moins touristique. Je suis évidemment moins touristique que Annecy ou la Clusaz. Et donc bientôt, la compétence transport devrait passer. Donc la compétence transport est passée au Pays Basque. Le Pays Basque aujourd'hui gère son propre transport et bientôt le Béarn va faire de même. Donc on a plusieurs niveaux d'intervention. L'intervention au niveau de la région pour l'instant parce que c'est encore le cas, et ensuite, ou pour le train par exemple pour l'instant, mais ensuite ce sera une sorte de regroupement de communautés de communes qui va agir sur les transports du Béarn, sur les transports scolaires, sur les transports touristiques, comme pour les transports du travail. Donc il faut évidemment intervenir à plusieurs niveaux, c'est ça la difficulté. Ouais, c'est super intéressant ce que tu nous dis, Cédric. On comprend bien dans vos interventions quand même avec Jean-Philippe qu'il y a deux sujets majeurs, c'est l'aspect touristique et l'aspect des locaux. Et c'est bien d'aborder ça de façon différente. Je vous ai partagé d'ailleurs pendant ce temps que Cédric vous le disait, ce petit groupe Facebook qui est très sympa. Et il vous suffit de cliquer sur le pop-up qui est là pour aller jeter un coup d'œil. C'est très cool comme initiative. On a Camille déjà qui interagit dans le chat. C'est très cool. Merci Camille. Elle rebondit sur le fait que ce que tu disais, Cédric, c'est vrai que la sensibilisation, c'est très bien, mais voilà, il y a plein de solutions qui sont loin d'être égales entre les différents territoires. Elle rebondit sur ce que disait aussi Benjamin, qui parlait tout à l'heure de justice sociale. Benjamin, est-ce que tu veux rebondir là-dessus sur notamment les difficultés entre, les territoires et cette notion de justice sociale? Sociale, ici, à ce niveau-là, elle intervient sur la mobilité, elle intervient sur un truc très simple dont j'ai pris conscience là en devenant élu très récemment, il y a 9 mois, 10 mois maintenant. C'est qu'en fait, si on pourrait interdire, par exemple,
le diesel sur l'ensemble du bassin annécien. Donc, ça fait partie des réflexions des zones à faible émission. Et je ne sais pas si vous avez vu, donc Paris, par exemple, est passé à l'action là-dessus, donc le Grand Paris même. Et à partir du 1er juin ou 1er juillet, de là, toutes les critères 4 ne pourront pas rentrer dans le Grand Paris. Donc les vignettes critères 4. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont une voiture d'à peu près une quinzaine d'années, qui n'ont pas les moyens de se racheter une voiture, qui roulent au diesel, mais pas par volonté, mais juste par obligation de garder leur voiture le plus longtemps possible, et ben en fait, ils se retrouvent à ne plus pouvoir rentrer dans le Grand Paris, donc pour aller travailler, par exemple. Donc ça veut dire que Grand Paris, pour le coup, il y a des offres alternatives pour pouvoir se déplacer, et donc il y a le RER, les trams, les bus, je pense que l'offre, elle est suffisamment dense, et on devrait y arriver. Par contre, quand on parle d'Annecy, ou peut-être de Pau, que je connais un peu moins bien, Annecy, l'offre, elle n'est pas l'offre transport alternatif, d'ailleurs, transport collectif ou même transport mobilité douce, type vélo, n'est pas suffisamment développé aujourd'hui pour permettre une vraie alternative à la voiture individuelle. Et donc là, on se retrouve dans un schéma où, si oui, on empêche les critères 4 et 2023, on empêche les critères 3, 2025, voilà, plus de critères 3 non plus. Imaginez, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. Et donc là, c'est une vraie question. Hein, c'est vraiment pas simple, l'équation. Ouais. Quand on est radical, après, on peut être radical dans sa vision, mais la radicalité après des actions est plus difficile. Et donc, c'est pour ça que je parle de justice sociale, parce qu'on doit toujours le garder en tête. Mais on peut l'appliquer à plein de choses, hein, sur l'alimentation également. Donc voilà, donc tout est dans l'évaluation de bénéfices santé, bénéfices environnement au niveau des émissions de gaz à effet de serre, et puis et après dans la contrepartie qui est finalement impacté par ces choix-là. Et donc c'est toujours de le garder en tête quelque part, et que on est nombreux sur cette planète, et qu'on a aussi une responsabilité de faire en sorte que certaines personnes puissent encore vivre et travailler correctement là où elles sont. Et donc ça, c'est la partie justice sociale, mais il y avait l'autre point sur lequel je voulais rebondir sur les propos de Camille, et notamment la sensibilisation, parce que je fais partie de ceux qui ont pendant longtemps sensibilisé dans le milieu économique notamment, et en fait, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, et je me suis dit, en fait, effectivement, la sensibilisation, c'est bien, mais on a encore pour 20 ans, quoi, et on n'a pas 20 ans devant nous. Donc et c'est d'où cet engagement politique, parce que en fait, tout est politique. Tout est dans les choix que l'on fait aujourd'hui. Si on veut mettre une route ou un train, ou si on veut mettre une route ou une piste cyclable, c'est un choix politique. Et donc, c'est pour ça que ces élections, et toutes les élections sont essentielles et importantes. C'est qu'on peut voter, on peut donner sa voix, on peut manifester, etc. Mais je pense que le meilleur enjeu, et là, j'en appelle à tous ceux qui écoutent là, c'est engagez-vous. Engagez-vous en politique. Et engager en politique, ça ne veut pas forcément dire être dans un parti. Ça ne veut pas forcément dire taper des réunions tous les soirs. C'est pas forcément ça la politique. La politique, c'est arriver à faire des choix sur le long terme avec une vraie vision. Et c'est ça qui du coup, permet de passer, ou en tout cas d'aller au-delà de la sensibilisation, je pense. Ouais, et tu fais bien de le rappeler que c'est un peu aussi tout l'enjeu de ce talk ce soir, c'est d'en parler, de discuter de ces sujets pour sensibiliser, mais aussi derrière, le moyen d'action, c'est d'aller voter. Si je reviens sur le sujet des locaux, Jean-Philippe, peut-être on peut l'aborder chez toi. Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui sont mises en place, et la problématique des locaux chez toi, elle est aussi importante, non? De ce trafic de locaux. Importante, voilà. Enfin, encore une fois, la Clusaz, c'est 1800 habitants, donc Ouais. on n'est pas sur les mêmes échelles qu'une ville comme Pau ou Annecy. Nous, après, on va avoir d'autres problématiques. C'est évidemment la pente, et de se dire que ce petit village qui a 600 ans s'est construit progressivement, et du coup, notre plan d'urbanisme et le fait qu'on ait de la pente, de toute façon, contraint les solutions qu'on peut mettre en place aussi. Après, je rejoins Benjamin Marias sur le fait que le sujet de la mobilité, il est posé, je dirais, dans ma feuille de route au niveau de l'Office du tourisme, dans le plan de mandat de la mairie de la Clusaz, dans les ambitions qu'on porte aussi avec d'autres collectivités. Mais finalement, quelqu'un qui veut venir d'Annecy à la Clusaz, il va traverser quasiment 12 communes.
Et donc, lorsqu'on veut essayer de trouver des solutions pour nous réduire le nombre de voitures sur la route, pour aller accéder à la montagne, que ce soit pour skier, faire de la randonnée, du VTT, du parapente, eh bien, il faut qu'on embarque 12 communes dans un projet en commun. Et puis, on l'a rappelé aussi, derrière, il y a ce millefeuille français qui est comme ça, c'est malheureux sur plein de sujets, mais un département aussi qui est impliqué, et puis la région. Et donc, c'est un combat pour aligner les étoiles et faire en sorte que tout le monde partage une vision et soit prêt à mettre en place des solutions. Alors après, moi, si je fais un petit focus sur la Clusa, depuis 2 ans, je suis sur ce poste-là, donc ça reste aussi récent pour bien comprendre un territoire avec une pandémie et une crise mondiale qui nous a beaucoup occupés aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on a compris qu'on devait faire notre part. Et qu'on ne pouvait pas rester comme ça à attendre que ça se passe et voir année après année, saison après saison, des flux touristiques importants qui génèrent des flux de voitures, essentiellement pour nous, et donc des nuisances, notamment liées aux gaz à effet de serre. Et donc, avant de prendre des décisions, et surtout pour prendre des bonnes décisions, on souhaite comprendre. Et pour comprendre, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire des études. Et donc, nous, la première des choses qu'on fait en ce moment, c'est un bilan carbone. Un bilan carbone, et c'est pas simple. C'est vrai que là aussi, on s'est dit, allez, on y va. On s'est fait appuyer sur un projet avec l'ADEME, avec Outdoor Sport Valley, avec le cluster montagne qui travaille sur le secteur de l'aménagement en montagne. Donc, il y a un cabinet qui nous accompagne, un cabinet parisien qui est spécialisé là-dedans. Et on se rend compte, et il se rend compte que étudier et faire le bilan carbone d'un petit village de montagne qui, sur des périodes de l'année, se retrouve comme une petite ville et gère des flux importants, c'est compliqué. Mais en tout cas, on fait un bilan carbone, nous, cette année, pour comprendre et identifier notre point zéro avant de dire, voilà, on sait qu'on doit tous réduire nos gaz à effet de serre, mais nous, on veut déjà savoir où on en est pour se fixer des objectifs qui soient atteignables année après année. Et puis, la mobilité, c'est complexe, on le sait tous. Et nous, on fait quelque chose qui paraît être le b.a.-ba, mais qu'on n'avait pas dans les mains, que nos élus à la Clusa n'avaient pas dans les mains, c'est une étude mobilité pour comprendre justement comment nos habitants circulent tout au long de l'année. Parce que c'est une réalité, même dans ce village, pour aller chercher le pain, nos habitants prennent la voiture. Parce que des fois, ils sont dans un chalet, à 2 km du village, et ce petit village ne peut pas mettre en place du transport collectif comme on peut l'avoir dans une ville. Donc, on fait une étude mobilité tout au long de l'année avec nos saisons pour comprendre comment sont nos flux entre les habitants, les flux pendulaires domicile-travail entre le haut de la vallée et le bas de la vallée, et puis les flux touristiques. Et puis, on a lancé, Benjamin Marias et le Grand Annecy est impliqué, on a lancé une grande étude qui reprend la communauté de communes, le Grand Annecy et le département pour voir comment tout ça circule. Et à partir de là, on sera en capacité de prendre des décisions, parce que de dire on va mettre telle solution de transport, tel transport collectif, nous on en parlera certainement, mais c'est vrai que il y a des projets qui sortent de plus en plus dans les Alpes et qui sont financés, ou peut-être dans les Pyrénées, qui sont financés par des fonds européens que sont les ascenseurs valléens, donc connecter les vallées en haute vallée. Et aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une bonne solution. Donc on va devoir, à partir des flux que l'on a aujourd'hui, faire une étude pour savoir si cet ascenseur valléen serait une solution qui correspond aux problématiques de notre territoire. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, on a beaucoup d'humilité par rapport à ça, et la volonté, elle est là, mais c'est vrai qu'on doit comprendre clairement comment sont générés nos gaz à effet de serre et comment ces flux sont organisés pour demain, de manière collective, en impliquant nos habitants, nos clients, et puis cette communauté de communes, département, région, réussir à prendre des décisions qui vont dans le bon sens. Et là, Jean-Philippe, si je rebondis sur ce que tu dis, donc cette phase d'étude et cette phase de réflexion pour apporter la meilleure solution, donc elle a déjà attaqué il y a un petit moment, mais est-ce que tu arrives déjà à cerner quelques solutions sur lesquelles tu peux nous parler? Nous, on a testé, on expérimente aussi, et le problème date pas d'hier. C'est vrai que depuis plus de 20 ans, il y a des problématiques de flux, de transport sur 3 semaines l'été, et puis
et puis 7 semaines l'hiver, où c'est une réalité, les 30 km qui nous séparent d'Annecy, c'est 30 km de bouchons et donc des personnes qui mettent 2 heures dans la voiture pour accéder à la montagne. Et ça, malheureusement, c'est vrai que ça fait trop longtemps que ça dure. Par contre, voilà, nous, on a expérimenté des choses, évidemment, avec l'incitation au covoiturage. Et on a un secteur qui est assez connu à la Clusaz, qui est Balme, qu'on a réouvert le week-end dernier parce qu'on a eu le droit. Donc la neige était là, donc on en a profité. Ce parking de Balme se remplit en quelques minutes avec allez, 600 voitures. Et donc, on a fait en sorte que toutes les meilleures places, si je puis dire, soient réservées au covoiturage. Et donc, celui qui veut vraiment être le premier à rentrer dans la télécabine, bah, finalement, s'il a covoituré, bah, il sera dans les premiers à prendre la benne. Et s'il vient tout seul dans sa voiture, bah, il sera à 500 mètres de la télécabine. Donc, c'est des toutes petites choses, c'est des grains de sable, mais en tout cas, c'est des choses qu'on véhicule auprès de nos clients en disant, si vous venez en covoiturage en saison, le samedi notamment et le dimanche, sachez que bah, voilà, vous aurez un tout petit avantage. On avait mis en place des navettes et des bus spéciaux liés au ski, des navettes gratuites en disant si vous achetez un forfait, le transport et la navette est gratuite. Malheureusement, il n'y a aucun avantage, si ce n'est tarifaire, à prendre la navette et le bus, parce que le bus, il est dans les bouchons. On n'a qu'une seule route pour monter. Et donc, le bus, il est coincé dans le flux de voitures. Et donc, il faut identifier ce que pourrait être une voie, comme en ville, hein, qui est dédiée au transport public. Sauf qu'encore une fois, la géomorphologie est complexe. Et pour arriver à la Clusaz, on passe dans 12 communes. Donc, demander à nos voisins que la petite route secondaire devienne une route dédiée au transport de bus le samedi, bah c'est un problème dans le sens où on doit amener tout le monde dans un projet. Enfin, c'est aussi, après, Benjamin connaît ça mieux que moi, c'est les enjeux de la politique, c'est réussir à amener tout le monde dans un projet où tout le monde s'y retrouve. Mais voilà, et donc, est-ce que pour diminuer le flux de voitures, on va passer par les airs, on va mettre un câble? Eh bien, il faudra qu'on puisse faire des études là-dessus pour savoir si déjà techniquement c'est faisable, si économiquement c'est faisable. Mon avis personnel, c'est que, et peut-être qu'à Pau c'est la même chose, mais en Haute-Savoie, la population a doublé en 40 ans. Et la Haute-Savoie accueille 10 000 habitants par an en plus. Et donc, même si on trouve des solutions aujourd'hui, et même si on met un télécabine pour faire un ascenseur valéen, malheureusement, je pense qu'il absorbera tout juste l'augmentation des flux qui sont sur notre territoire. Et donc, c'est la clé, vous le savez mieux que moi, de toute façon, c'est de changer le comportement, changer les usages. Et ça, c'est une responsabilité du coup collective, individuelle, comme tu le disais, voilà, en disant moi je le fais à titre personnel au-delà de travailler à l'Office du tourisme de Pau. Et nous, marques, que ça soit Picture, que ça soit d'autres marques, et nous, la Clusaz, au-delà d'être une station, un village, une destination, on doit aussi parler en tant que marque pour dire à nos clients repensez aussi votre façon de consommer la montagne. Et là, c'est pas simple. C'est pas simple. Et ouais, et là tu rejoins un petit peu aussi Cédric sur toute cette question de la sensibilisation qui est aussi, je prends un peu la parole de Picture, mais chez nous c'est aussi très important. On essaye, bien sûr, on est bien connu pour le fait d'agir avec des matières qui sont toujours les plus éco-conçues possibles et puis des produits les plus éco-possibles. Mais c'est à travers des événements comme ça qu'on essaye aussi de sensibiliser et d'avoir ce mouvement collectif pour aller vers l'avant. Et je rebondis sur la question de Camille, qui peut être intéressante. Peut-être, Benjamin, tu peux nous éclairer là-dessus. Elle demande, que pensez-vous de la loi LOM? Est-ce que ça améliore la capacité à gérer les intermodalités, les discussions entre les communes? T'en penses quoi? C'est presque un sujet qui mériterait des heures et des heures. Je pense que j'ai pas les éléments de réponse là pour pouvoir faire quelque chose, enfin apporter quelque chose qui vienne bien répondre à la question. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, et par rapport à ce qui nous occupe ce soir, c'est que la région, elle a un poids
de plus en plus fort sur ces questions de mobilité, ça c'est clair. Et donc ce poids-là, il date pas d'hier. Hein, la partie TER, par exemple, développement des TER, c'est la région qui opère. La construction des routes, c'est la région qui opère. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai levier en fait. Si les régions basculent dans le sens d'une vraie réflexion d'une politique mobilité, transport durable. Et donc ça, c'est à vous, dans chaque région, de regarder les programmes en détail de qu'est-ce qui est proposé. Est-ce qu'il y a un report modal du routier vers le fret, par exemple, pour la partie transport camion? Parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi une des grosses sources. Alors, je n'ai pas les chiffres là en tête des émissions de carbone, mais le transport routier, je crois, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 32% des émissions de gaz à effet de serre. De mémoire, 32% des émissions de gaz à effet de serre. Dedans, il y a le fret routier, les déplacements de chaque habitant, le tourisme, bien entendu. Mais le fret, voilà, report modal vers le fret, est-ce que ça, c'est dans le programme des candidats? Il y a ensuite la question des investissements routiers. Donc là, pour la mobilité individuelle, est-ce qu'aujourd'hui, les grands projets climaticides sont stoppés dans votre région? Et donc ça, vous pouvez regarder les questions de tunnels, les questions d'agrandissement d'autoroutes, des contournements de villes qui sont peut-être un peu dépassés maintenant, et ça fait peut-être 20 ans que votre élu ou vos élus vous en parlent. Donc ça, c'est de le questionner, et je pense que c'est là où la région, elle a un rôle. Et puis derrière, il y a toute la mobilité, on va dire, ferroviaire. Et là-dessus, c'est pareil. Là, il y a l'État. Donc c'est pour ça que cette loi LOM, elle peut avoir un bénéfice parce que les régions, du coup, ont un peu plus beaucoup plus d'autonomie sur cette question-là. Et donc sur le développement ferroviaire, les régions pourraient remettre en place des lignes de train, réouvrir certaines gares fermées qui aujourd'hui nécessitent de mettre du bus, mais du bus qui fait des détours parce que la voie ferrée reste quand même le plus direct dans la plupart du temps, notamment en montagne. Et ensuite, sur la question Par contre, c'est là où ce à quoi je ne sais pas répondre là, c'est cette intermodalité et cette interrégionalité aussi. Et là, je pense notamment par rapport à nos stations en montagne, qu'elles soient dans les Pyrénées ou dans les Alpes, c'est la capacité à aller en station en train avec les trains de nuit. Et là, du coup, c'était un choix de l'État jusqu'à présent. Je ne sais pas dans quelle mesure la région, ça serait à creuser, effectivement, comme sujet, les régions ont un pouvoir de réinstaller ou de restaurer les trains de nuit, notamment là le Paris-Saint-Gervais ou le Paris-Pau, je ne sais pas s'il a existé, mais il y avait le Lyon, et la même chose pour aller sur la côte atlantique, quand il y avait le Lyon-Biarritz, c'était bien pratique, en train de nuit. Voilà, donc ça, c'est les vrais, je pense, les vrais choix, les vrais choix, les vrais regards à porter sur les programmes des candidats aux élections à venir. C'est cool que tu parles ça, Benjamin, parce que justement, on a une conférence qui arrive. Je vous remets le programme en push. Revoir tout le programme des conférences. On va avoir le collectif Oui au train de nuit avec nous. Donc, on va pouvoir aborder ce sujet et répondre à cette question. Il y a beaucoup de discussions dans le chat concernant cette disparité entre l'offre qui est proposée entre l'hiver et l'été et les périodes creuses. C'est pareil aussi chez toi, Cédric, tu peux rebondir là-dessus? Malheureusement, pareil. La partie ski est très préservée, comme c'est souvent le cas. Je sais que dans les Alpes, c'est évidemment la priorité aussi. Chez nous, c'est évidemment le cas. On a pas mal de solutions, de bus avec plein d'horaires, avec plein de possibilités, etc., pour rejoindre les stations facilement, depuis Pau, depuis Tarbes, depuis les aéroports, depuis les gares. Voilà. Donc c'est vrai que c'est le cas pour l'hiver et généralement entre la période, la période haute de ski, c'est-à-dire mi-décembre jusqu'à
fin mars, disons, on est plutôt bien lotis. Et c'est vrai que pour le coup, les locaux l'utilisent aussi, parce que c'est vrai que parfois, ne serait-ce que pour le mauvais temps, quand il neige, bah, c'est évidemment plus sécure de rejoindre la station en bus qu'en voiture. Par contre, ben, en fait, et l'exemple le plus tragique, c'est la période basse, c'est maintenant, qui est pourtant une magnifique période. La neige est partie, on a maintenant les sommets qui verdissent de plus en plus haut. C'est le moment où il n'y a pas encore trop de bêtes, pas encore trop de brebis, ni de bergers, ni de patous. Donc c'est un moment magnifique en ce moment, le mois de juin, et puis ensuite surtout le mois de septembre et le mois d'octobre, qui est ici, évidemment, qui dure facilement jusqu'à mi-novembre, sans souci de météo dans les Pyrénées. Et là, eh bien, c'est quasiment le néant, c'est-à-dire qu'on trouve des disparités très importantes entre les différents territoires, avec certains qui ont des lignes encore régulières et puis d'autres plus du tout. C'est-à-dire que des endroits qui sont totalement inaccessibles en transport en commun. Et donc bah là, évidemment, c'est la voiture à volonté. Et c'est vrai que bah, je rejoins les commentaires qu'il y a eu tout à l'heure. C'est sûr que tout le monde n'est pas mis à la même enseigne et donc on se retrouve à devoir utiliser la voiture en faute de mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Et donc, on se retrouve avec des zones qui sont complètement envahies, des zones qui sont sauvages, qui sont habituellement simplement remplies d'animaux qui pâturent. Et là, sur l'espace d'un dimanche, d'un samedi, dès qu'il fait beau, c'est complètement envahi de voitures. Mais je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. Il y a effectivement besoin aussi de changer notre façon de consommer la montagne. On le fait, on le fait sur la nourriture. On choisit maintenant de manger différemment. On choisit ses producteurs. On choisit de s'approvisionner autrement. Aujourd'hui, on peut plus. Moi, le meilleur exemple que c'est j'ai un lieu qui est très proche de Pau, qui doit être à une vingtaine de kilomètres de Pau, qui s'appelle le plateau du Bénou. C'est un endroit superbe qui donne sur toute c'est pas très haut, c'est à peu près à 800-900 mètres d'altitude, et on a la vue sur toute la vallée d'Ossau, et puis du Midi, etc., etc. C'est vraiment magnifique. Et bien là, c'est la promenade des Palois. Tous les week-ends, tout le monde se rue sur cet endroit absolument magnifique. Et il y a encore, enfin, chaque année a lieu un trail au mois de mai, et qui génère un grand nombre de participants. Et donc, tout le monde vient avec sa voiture, de façon individuelle. Donc, on se retrouve avec des parkings gigantesques sur ces espaces-là. Et ça, clairement, c'est plus possible. C'est-à-dire que on peut évidemment en vouloir aux institutionnels, etc., qui font pas ce qu'il faut, mais c'est aussi à nous de consommer différemment, rejoindre les lieux de montagne à tout prix. C'est pas possible. Et pas mal merci Cédric pour ton retour, pas mal de réactions, oui, sur cette problématique du train. Est-ce que Jean-Philippe et peut-être Benjamin voulaient réagir à ça? Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être envisagées, par exemple, je sais pas, depuis la gare d'Annecy, que la gare d'Annecy devienne vraiment une desserte plus facile au niveau du train, et puis après pouvoir accéder, par exemple, à des stations, les stations des Aravis plus facilement? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous voulez rebondir? Bah, en tout cas, effectivement, il y a déjà des trains et des TGV qui arrivent à Annecy tout au long de l'année et l'hiver également, et des fois des lignes renforcées pour avoir des directs depuis Paris. On est connecté aussi à Londres. Il y a une correspondance à Paris, mais nous, on travaille avec un tour opérateur qui s'appelle Snow Carbon et qui incite les Londoniens à venir skier en utilisant le train. Et ils le font aussi, ils invitent aussi les Anglais à aller en Suisse, en Autriche. Mais cette personne nous dit, mais améliorer la connexion entre la gare TGV d'Annecy et la Clusaz ou le Grand Bornand ou les Aravis, parce que vous êtes les stations les plus proches de Londres. Mais c'est vrai, on a 30 km complexes.
Et avant de donner la parole à Benjamin, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a un train qui reliait Annecy à Thônes, qui est la ville la petite ville qui permet La de plus proche. passer dans les stations. La réalité de notre économie à une certaine période en France, c'est que on a démonté des voies ferrées pour construire des routes parce qu'on avait Peugeot, Citroën, Renault, et donc on a construit cet univers de la voiture. Et ça va être ça, un des défis, ça va être de casser un petit peu le mythe de la voiture. Et là, après, je ne suis pas bien placé pour en parler parce que moi, je prends la voiture pour aller travailler et aujourd'hui, je ne sais pas comment faire différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que là où nous, on a enlevé des voies ferrées à une certaine époque, l'exemple de la Suisse, il est parlant parce que la Suisse ont conservé leur train. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de stations qui sont connectées aux trains régionaux. Lorsqu'on prend en Suisse sa carte de transport en commun, sa carte de train, eh bien, on a l'accès au téléphérique qui monte dans les stations. Et pour l'avoir fait, c'est vrai que quand on habite à Berne, on prend le train, on sort du train et il y a le téléphérique, et puis on skie à Grindelwald sous les guerres. Et voilà, et on a pris du transport collectif qui est décarboné. Mais à une certaine époque, ils étaient conservateurs, mais aussi finalement visionnaires, parce que ils n'ont pas succombé à la tentation d'agrandir leurs routes et de mettre des routes. Donc ça, on doit l'assumer, c'est un constat et on doit faire avec. Mais Benjamin, je t'invite à compléter, mais sur l'idée de ce nouvel imaginaire autour de la montagne c'est un petit clin d'œil là au Passeur, le magazine des Passeurs. C'est ce magazine qui essaye d'être dans du design fiction, de proposer des plans, on va dire, de prospective de ce que pourrait être la montagne de demain et d'imaginer essayer de faire émerger des nouveaux imaginaires. Un nouvel imaginaire, c'est justement, aujourd'hui, on a un imaginaire depuis 30 ans, 40 ans, qui est que pour aller en montagne, c'est la voiture. Ta voiture individuelle. Et c'est la voiture, et en plus là-dessus, on a des athlètes qui ont été très bons pour vendre des voitures. Et le dernier en date que j'ai entendu aujourd'hui, c'est Rancho qui vend sa Rancho, sa voiture. Et donc en fait, même si elle est très cool sa voiture, même si elle donne très envie, ça reste une voiture individuelle et il va tout seul dans sa voiture en montagne. Et en fait, l'imaginaire derrière, j'ai rien contre Rancho, il fait des super boulots pour rendre la montagne un peu plus cool. Mais là où ça me gêne, c'est qu'en fait, je crois, j'ai vu d'ailleurs, Picture fait partie de ces marques qui ont fait des films avec Patagonia également sur comment on peut se déplacer autrement et comment les athlètes eux-mêmes, en tant qu'ambassadeurs de cette démarche, peuvent montrer autre chose et montrer que aller en vélo en montagne, ça peut être cool et qu'on ne peut pas faire des méga sommets, mais ça suffit pour s'amuser. Qu'on peut aller en montagne en train, qu'on peut faire le tour, un grand tour, une grande traversée en s'organisant un petit peu au niveau du train ou des transports en commun, qu'on peut utiliser de la voiture électrique. C'était Salomon à l'époque qui avait poussé ça avec ses athlètes, la voiture électrique comme un moyen de transport partagé également pour aller en montagne. Bref, essayer de sortir de ce carcan aujourd'hui, c'est que la voiture, c'est le summum de ce que pour avoir réussi et pour réussir en montagne. Et c'est un peu ça en fait qu'il faut arriver à casser. Et c'est à casser au sens proposer des alternatives. Et c'est pas casser en fait, c'est juste qu'il faut proposer autre chose. Et cette autre chose-là, oui, l'infrastructure elle est manquante. Oui, la coopération entre les régions elle est manquante. Oui, la plupart de nos élus politiques passés ne l'avaient pas en tête. Mais ce monde-là est en train de changer et ce monde-là est en train de se faire chahuter, et heureusement, et je pense qu'on en a une bonne représentation ce soir, et donc c'est là maintenant que ça se joue. Donc les élections, c'est une chose, l'imaginaire que les marques peuvent créer aussi, c'en est une autre, et il ne faut pas le sous-estimer. Et là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du monde automobile, beaucoup à apprendre du monde du tabac aussi, qui a été très bon dans l'imaginaire. Et donc, prenons ce qui est le meilleur de ces pires industries pour le transférer dans ce que l'on pourrait faire pour notre montagne, pour les émissions de gaz à effet de serre, pour notre santé, et pour un peu plus de tranquillité aussi.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, Benjamin, avec ce spectre de la communication autour de la montagne. C'est vrai que c'est très cool et que c'est peut-être aussi un travail de collaboratif de toute cette industrie d'aller travailler l'imaginaire des gens et de se déplacer autrement. Nous, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est quelque chose c'est un peu notre ADN de marque chez Picture. Nos riders se déplacent beaucoup en train dans nos films. C'est exact, c'est aussi le moyen de transport qui est le plus utilisé. Mais c'est réellement possible. C'est ça qu'il faut aussi essayer de faire comprendre aux gens, c'est que ça demande du temps, mais c'est possible. Je voulais juste rebondir pour terminer. Moi, dans ma pratique, j'essaye de trouver des constructions qui me permettraient de joindre un bout de transport à un autre et donc de passer par tel endroit ou un autre. Ça devient, la recherche de l'itinéraire devient l'objectif, en fait. Et donc, c'est une façon différente. C'est pas juste j'arrive et je fais mon activité, c'est aussi comment je peux faire pour faire une activité la plus, comment dire, entre guillemets, intelligente possible et la plus profitable pour tout le monde. Carrément, c'est intéressant ce que tu dis, Cédric, parce que aujourd'hui, on prépare la prochaine conférence, donc on aura Tic Tac Trick qui sera avec nous et qui est justement une agence de voyage qui vous permettre d'allier tous les moyens de transport pour rejoindre une destination. Et Nicolas nous a parlé du partenariat qu'ils ont avec l'Aclusa. Et je vous laisse cliquer sur le lien du pop-up qui vient d'apparaître. Je vous ai mis le lien de la page de l'Aclusa sur le site internet. Donc Jean-Philippe, tu peux peut-être nous en parler. C'est juste un widget qui est installé sur le site internet de l'Aclusa qui permet d'aller trouver les moyens de cumuler tous les transports possibles pour rejoindre le plus facilement la station. Ils ont contacté l'année dernière et on a répondu oui, parce que on sait que pour réduire un tout petit peu le nombre de voitures, on doit faciliter un maximum de solutions. Je le disais tout à l'heure, le covoiturage, on travaille aussi avec l'application de la région de Movici. Et donc, TicTacTrip, c'était aussi un moyen d'inciter, de faciliter cette option aux personnes qui arrivent sur le site internet de l'Aclusa pour dire, allez, tiens, j'ai choisi l'Aclusa, je veux passer un séjour, un week-end là-bas. Eh bien, on m'aide à trouver je dirais le, le bon outil pour avoir une solution qui impactera le moins au niveau gaz à effet de serre ou la solution de mobilité qui sera la plus adéquate. Et c'est vrai qu'ils font un super travail, ils nous bousculent aussi un petit peu. Évidemment, ils ne sont pas que à l'Aclusa, hein, ils vont chercher un maximum de destinations pour que ça change. Donc, nous, on est vraiment dans cet état d'esprit. Après, on l'a vu aussi en sortie de premier confinement, ce besoin de nature qui était vital pour un certain nombre de Français, notamment des urbains. Et c'est vrai qu'autour de nous, il y en a beaucoup des urbains, autour des Aravis, autour de l'Aclusa. Il y a Genève, avec le Grand Genève, c'est quasiment plus d'1 million d'habitants. Benjamin disait 150 000 pour le Grand Annecy. Lyon qui est à 1h15, 1h30 d'ici. Donc il y a beaucoup de monde. Et comment aussi, en tant que destination, réguler. C'est pas facile de dire à quelqu'un, non, vous venez pas parce qu'on a trop de monde, parce qu'on met des quotas, parce qu'on ne peut plus. On sait qu'à un moment donné, on connaît notre capacité. Je disais, on a 25 000 lits, donc on sait qu'on ne peut pas accueillir plus de 25 000 personnes en séjour. À côté de ça, on a des excursionnistes, donc des gens qui viennent à la journée. Donc ça, on a des statistiques aussi. Et ce bassin annécien génère quasiment 10 000 personnes sur des week-ends où il fait beau, où il a neigé. Et j'avoue que c'est aussi le collectif, l'écoute et le travail avec nos clients, avec des partenaires comme ceux qui sont là aujourd'hui, de nous aider à faire évoluer les choses. Parce que je ne crois pas que la solution, si on revient sur la mobilité, elle sera uniquement dans les mains de l'Aclusa. Elle sera dans les mains, nous, on saura aussi influencer nos clients, leur proposer des solutions, mais ça sera forcément un mouvement collectif. Mais moi, je ne peux pas reprocher aux Français, parce que 80% de notre clientèle, il faut savoir qu'elle reste française et beaucoup régionale, avec la région Rhône-Alpes et puis ensuite la région Île-de-France.
moi, je ne peux pas leur reprocher de vouloir venir dans les Aravis, se reconnecter à la nature, marcher. Par contre, on sait que ça a un impact. Ça a un impact, ce transport a un gros impact, pose des difficultés aussi d'usage, pas d'usage, enfin si, de conflit d'usage, parce que, encore une fois, on a 1800 habitants. Et Annecy, c'est un petit peu pareil. Annecy, il y a des millions de visiteurs par an et on sait que ça, on doit le gérer aussi. Parce que nos habitants disent, nous, c'est vrai qu'à un moment donné, cette tension, cette pression, elle peut poser des problèmes. Donc, on doit être vigilant sur le fait que cette économie touristique, pour nous, elle est vitale. Et le but, c'est pas de nous mettre sous cloche ou c'est pas de mettre un coup d'arrêt ou de tout arrêter. C'est bien de transformer, de faire évoluer les choses. Et mes collègues ont évoqué le magazine Les Passeurs. Alors nous, on a été très investis dans Les Passeurs. On a aidé financièrement. On connaît très bien un certain nombre de personnes qui ont participé à cet ouvrage. On fait un atelier en interne avec eux à la Clusa. On se nourrit, on s'inspire pour justement oser imaginer ce que sera, je dirais, la suite. Et même si on ne communique pas dessus, parce que le but, c'est pas de rouler des mécaniques, mais c'est aujourd'hui, on prend des engagements à la Clusa, on se dit en 2050, ça paraît loin, c'est 30 ans, mais on sait que chaque destination, chaque station devra trouver son modèle et son modèle de transformation. Et nous, on se donne un objectif et on veut qu'en 2050, on ait réussi notre transformation liée à notre modèle économique. Donc le but, c'est pas de faire plus, le but, c'est pas de faire moins, c'est de faire mieux et donc progressivement réussir à mettre moins de tension sur certaines périodes de l'année et faire en sorte que les personnes qui veulent se reconnecter à la nature, venir dans les Aravis et vivre une expérience dans un beau petit village de montagne, tout ça soit organisé et impacte moins la vie locale et la planète de manière générale pour limiter ces gaz à effet de serre. Yes, merci beaucoup Jean-Philippe. On comprend à travers vos interventions vraiment les enjeux qui sont liés à tout ça. Juste pour terminer, parce qu'on pourrait encore, vous serez d'accord avec moi, je pense qu'on pourrait en discuter encore des heures. Je voudrais juste terminer avec une question de Camille et vous donner la parole, que vous me dites juste en quelques mots. Ça permet de clôturer un petit peu cet échange et puis ça ramène sur notre sujet. Est-ce que chacun d'entre vous, par rapport aux élections régionales, peuvent nous faire part de vos attentes et de votre souhait vis-à-vis de cette élection? Est-ce que vous pouvez, à court terme, ce que vous souhaitez à travers cette élection? Peut-être Cédric, tu veux commencer? Moi, évidemment, j'aimerais qu'effectivement les régions, pas forcément que la mienne, mais effectivement prennent plus en compte aujourd'hui les déplacements loisirs. Je suis un peu d'accord, c'est ce que je mettais avec Didier sur le chat, qui disait que c'est vrai qu'on faisait un peu le focus depuis quelque temps sur les déplacements domicile-travail, et c'est bien, c'est celui qui est le plus régulier, le plus souvent, le plus pollueur. Donc, c'est plutôt une bonne chose qu'on se soit attaqué à cette partie-là. Je pense que petit à petit, à force de pousser et à force de l'évolution des pratiques, je pense qu'on va de plus en plus aussi arriver sur la partie loisirs, parce que les pratiquants vont changer leur façon de pratiquer, les élus vont aussi mettre en place des choses plus vertes sur tous les sujets. Donc je pense que dans l'évolution, j'ai pas de doute sur le fait que ça s'arrange. Donc moi j'espère que bientôt, à titre personnel, on pourra se déplacer dans la montagne sans avoir à prendre les voitures, parce qu'aujourd'hui, moi qui suis un amoureux de la montagne, quand je vois une route qui est creusée pour monter en montagne, des pistes qui sont utilisées par les bergers ou par les gens qui travaillent en montagne, c'est pour moi un crève-cœur. J'aimerais que cet espace reste le plus vierge possible. Je ne sais pas si pour certains, vous connaissez certains massifs qui se trouvent au Canada, par exemple, qui sont
super préservé, peut-être préservé à l'extrême pour certains, avec pas de possibilité d'accéder, pas de refuge. Donc les gens qui veulent partir en montagne sont obligés de se charger à max ou d'être des vrais sportifs pour pouvoir accéder dans les endroits. Donc sans basculer dans cette voie-là, parce qu'il faut effectivement que la montagne soit ouverte, mais il faut aussi qu'on apprenne à respecter cet espace voilà, naturel. Et pour ça, voilà, j'ai confiance et aux individuels comme aux élus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire, la discussion qu'on en a, tout le monde y pense un peu. Alors, de plus ou moins loin, on est d'accord. Mais maintenant, les gens se disent, tiens, j'irais bien en vélo faire telle chose. On a vu avec le confinement aussi que, alors j'espère que ça va durer, mais les gens ont aussi revu un peu leur façon d'appréhender les loisirs. C'est-à-dire que finalement, le lac qui était peut-être un peu moche avant, bah finalement, il était sympa pendant le confinement. Et les gens ont redécouvert des espaces qu'ils ne connaissaient pas du tout finalement. Donc je me dis qu'avec tout ça, on va travailler sur quelque chose de beaucoup plus de proximité, un peu finalement comme pour la nourriture, c'est-à-dire que les gens vont consommer un peu moins loin, peut-être un peu plus intelligemment, c'est-à-dire avec peut-être du covoiturage ou peut-être pas du tout, c'est-à-dire que peut-être je peux me dire que ce samedi, si je suis tout seul à partir en montagne, ben, peut-être que je n'y vais pas et que je peux tout à fait me satisfaire d'une balade à proximité dans le bois et sans aller forcément en montagne avec ma voiture. Donc je crois à ces mouvements-là. Et à mon avis, on ne pourra pas l'arrêter, ça. En tout cas, tu es plutôt positif, Cédric. Ça fait plaisir à entendre. Benjamin, est-ce que toi, juste pour finir sur tes souhaits et tes attentes à travers ces élections? Qu'est-ce que j'attends? J'avais pas préparé cette réponse-là dans ma tête, en tout cas. Je pense qu'on a les élus qu'on mérite. Et donc, du coup, ouais, alors, élu, il y a un truc, voilà, je vais juste, c'est ça, c'est peut-être ça le point. Les élections, c'est pour la ville, c'est 6 ans, pour les régionales, il me semble que c'est 5 ans. Ok, ils sont là pendant 5 ans. Nous sommes là pendant 5 ans à la ville d'Annecy, pendant 6 ans, pendant encore 5 ans, mais pendant 6 ans au total à la ville d'Annecy. La réalité de ce qui peut changer, c'est la capacité des élus à impliquer les habitants, les citoyens dans les décisions qui les impactent au quotidien. Et là, quand on parle transport, ça impacte tout le monde au quotidien. Et donc, c'est peut-être ça de ce que j'attends aujourd'hui de ces élections régionales, parce que c'est pas une échelle facile d'appropriation pour les habitants. C'est de se dire, en tant qu'habitant, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien et comment les élus, ou en tout cas la collectivité, elle permet à ces habitants-là de s'impliquer dans la vie politique locale, donc en prenant de l'information, en donnant son avis, mais aussi en prenant part à ces concertations qu'il peut y avoir sur faut-il mettre une route là, faut-il tester un câble ici, faut-il réouvrir cette gare-là, et en fait permettre que les élus permettent aux habitants de reprendre accroche à cette vie politique locale, qui est politique au sens noble, hein, et on parlait tout à l'heure, Jean-Philippe parlait de faire ensemble, c'est ça en fait, la politique, c'est faire société. Donc c'est comment on arrive à faire ensemble, et qu'on soit de droite, de gauche, de centre, ou pas trop à l'extrême droite, ça serait mieux quand même, c'est comment on arrive à faire ensemble. Comment on arrive à faire ensemble, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et donc, on n'a pas le choix, on doit faire ensemble, même si on n'est pas d'accord, on doit arriver à faire ensemble parce qu'il y a des choses qui nous dépassent, et le climat nous dépasse, notre santé nous dépasse. Et donc, voilà, c'est peut-être ça ce que j'attends de ces prochaines élections. Super intéressant, ouais. Jean-Philippe, est-ce que tu rejoins Benjamin là-dessus? Qu'est-ce que tu voulais ajouter sur toi, tes attentes au niveau de ces élections? Aujourd'hui, chaque élection fait bouger les lignes, donc tant mieux. Moi, je ne fais pas de politique, évidemment. Je suis un technicien, je suis au service d'une destination, d'habitants, de commerçants, de professionnels du tourisme. Mais ce que je vois de manière générale, c'est que les élections que l'on a en ce moment font changer les choses. Et ce que je crois aussi profondément, c'est qu'aujourd'hui,
il y a certains enjeux qui dépassent aussi certains clivages, et que lorsqu'on parle de planète, de réchauffement climatique, c'est une problématique globale, mondiale, qui nous impacte tous, et que faire sa part, on doit le faire à titre personnel, on doit le faire au niveau de notre métier ou de nos actions. Donc, j'espère que tout ça va s'accélérer, parce que c'est vrai que on a une obligation à faire évoluer les choses. Mais il faut rappeler à ceux qui nous écoutent, et tout le monde en a conscience évidemment, que oui, en France, la mobilité, le transport, c'est une grosse partie de nos gaz à effet de serre. Lorsqu'on regarde, c'est vrai que les premières études qui avaient été faites par vos homologues je vais y arriver, de Mountain Riders à l'époque avec l'ADEME, avait déjà indiqué que le transport, c'était quand même 60%, ou là, vous l'avez rappelé, 57% du bilan des stations de ski. Donc, le postulat, il est fait. Après, les solutions et la transformation, elle va se faire de manière collective. Habitants, professionnels, clients, régions, communes. Mais j'ai le sentiment que les choses, quand même, évoluent, qu'il y a une prise de conscience globale. Et que les choses s'accélèrent. Donc là aussi, confiant. En tout cas, sachez que modestement, il y a un certain nombre de techniciens et d'élus à la CLUSA qui œuvrent un maximum et qui passent beaucoup de temps pour faire bouger les lignes, prendre conscience, comprendre, faire des études, et demain prendre les bonnes décisions. Parce qu'on a tous compris qu'on ne pouvait plus faire d'erreurs. Donc on doit prendre que des bonnes décisions. Et pour les prendre, les bonnes décisions, et moi j'ai un grand respect pour ceux qui s'engagent dans la politique, parce que c'est prendre des décisions, et c'est pas facile. Eh ben, en tout cas, merci à tous les trois. Je crois que c'était un beau mot de la fin, Jean-Philippe, parce que ouais, l'objectif aussi à travers des événements comme ça qui sont organisés avec Pau, c'est d'en discuter, de prendre conscience des enjeux. Et comme aussi l'a dit Benjamin, l'objectif, c'était pas de dire pour qui voter ce soir non plus, mais c'était vraiment de prendre conscience de tous ces enjeux et la manière d'agir derrière ce vote à l'échelle locale, et de s'impliquer dans la vie politique locale, et puis de comprendre les enjeux qui sont au niveau environnemental derrière. Je vous laisserai aussi scroller un petit peu le chat. Il y a Florian Paluel et Trévis, donc Flo Paluel qui travaille avec nous chez Picture, qui est responsable développement durable chez Picture, qui intervient aussi auprès de Jean-Philippe sur la station de la Clusa, qui vous a partagé des articles super intéressants, et Trévis, que je remercie. Trévis qui est derrière l'organisation de ces talks avec Pau, et qui a aussi rédigé de très nombreux articles sur le site de Pau. Je vous laisserai aller les voir, qui sont super intéressants sur ces problématiques de mobilité. Et si vous voulez comprendre vraiment tout l'enjeu derrière l'élection, je vous laisserai aller voir ça. Je termine avec un dernier pop-up. Ça va vous envoyer vers le site de Pau, et puis donc vers les articles de Trévis, mais aussi vers les prochains talks qu'on va avoir tous les jeudis avant les élections. Encore merci à vous, Benjamin, Cédric, c'était super intéressant. Je crois que pour terminer, on peut dire qu'on est tous réunis ici parce qu'on est aussi passionnés de montagne, et puis qu'on aime pratiquer l'outdoor, et que c'est ce qui fait qu'on a envie de faire bouger les choses pour qu'on puisse en profiter le plus longtemps possible. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous, merci pour l'invitation. Au plaisir. Au revoir, merci à tout le monde. Merci à tous. À bientôt.